Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 articles qui renferment chacun au moins un problème majeur, puis quelques petits autres à côté, vous allez voir. On commence par cet article de Futura Science qui titre Science décalée, on dort moins bien les nuits de pleine lune. Je pense que par science décalée, ils veulent dire décalée de 5 ans, parce qu'en fait, c'est le temps depuis laquelle l'étude qui est mise ici a été réfutée. Voyons, l'article en fait était pas mal. Moi, quand on me l'a présenté sur Twitter, j'y ai pas vu de soucis principal, jusqu'à ce qu'une autre personne vienne me dire ah non mais ce truc là ça a été cassé, regarde, et effectivement j'avais pas vu parce que je m'étais pas beaucoup intéressé, j'avais lu en diagonale et effectivement je serais passé à côté si cette personne ne m'en avait pas avisé, donc merci à toi. Donc vous allez voir, donc l'article il est plutôt banal pour du Futura Science quoi. La vieille croyance populaire aurait trouvé une vérification scientifique. De nombreux paramètres du sommeil seraient en effet perturbés par les nuits de pleine lune. On associe la pleine lune à la pleine lune des pouvoirs presque mystiques, en effet de nombreuses croyances, blablabla. De nombreuses études sont venues invalider ces affirmations. Donc d'entrée, l'article nous dit que, a priori, c'est de la pipe. Mais une nouvelle recherche réalisée après une discussion dans un bar pourrait bien confirmer l'influence du cycle lunaire sur notre sommeil. Donc il nous détaille un petit peu le contexte de l'étude. 33 volontaires ont été enrôlés pour tester le sommeil au regard de l'âge des participants. Et puis ils ont croisé les trucs et ils se sont rendus compte que ah bah putain, quand on check ça avec le calendrier lunaire, on a des résultats impressionnants. Ce travail décrit plus bas concluait que l'astre de la nuit influait réellement sur le sommeil. Ah bon? Dubitatif de sa propre expérience, Christian, je ne sais pas le prononcer, Cajochen, a préféré ne pas publier ses résultats avant que des collègues d'autres universités le poussent à divulguer le contenu de ses recherches. Donc on se dit, bah si c'est des collègues de son univ qui lui ont dit le truc, c'est peut-être finalement pas mal, ça a été revu par plusieurs scientifiques, ça peut tenir la route. Ce qu'il s'est décidé à faire dans la sérieuse revue Current Biology. Donc le lien amène bien vers l'étude, et ça c'était un bon point. Étude tout ce qui est plus correct, quoi, hein, voilà, un sommaire, des chiffres, une conclusion, tout ça. Truc que j'ai lu viteuf, 33 participants, effectivement, c'est pas beaucoup, mais bon, j'ai pas regardé les tables en détail, ça m'intéressait pas des masses, faut dire. L'étude, le cycle lunaire influence le sommeil. En tout, les volontaires ont passé 64 nuits à dormir dans une chambre isolée du monde extérieur, donc sans bruit et sans lumière, pour des conditions de sommeil pleinement contrôlées. Donc il détaille un petit peu ce qui s'est passé, il parle des résultats qu'il contextualise. Quand-il observé, l'électroencéphalogramme révèle que le sommeil profond, mis en avant par des tracés caractéristiques, a été raccourci de 30% lorsque la lune illuminait le ciel. Globalement, le sommeil est écourté de 20 minutes, tandis que la qualité est jugée moins bonne de 15% par les participants. Donc, ils ont effectivement plusieurs critères de jugement, puis ce sont pas des critères de ouf, quoi. 20 minutes de moins, bon, 30% de moins, voilà. Et puis donc il détaille un petit peu ce qui se passe, d'où ça peut venir, tout ça, et il nous parle des conclusions un petit peu extrapolées. Donc il termine en disant alors, à l'instar d'animaux invertébrés pour lesquels on a montré, les chercheurs émettent l'hypothèse que nous pourrions, encore un conditionnel, être dotés d'une horloge biologique calée sur le cycle de la Lune. Il faudra désormais le prouver à plus grande échelle, donc ils mettent bien en perspective de futures études, ça c'est plutôt bien, et éprouver les volontaires durant au moins une trentaine de jours consécutifs, donc ça correspond éventuellement à des temps suffisamment longs pour se faire une bonne idée du truc. L'idée de tester des ethnies vivant encore sans lumières artificielles fait également son chemin, donc d'autres types d'études, c'est plutôt pas mal, et seulement à ce moment-là, il pourrait être possible de conclure que nous sommes en fait tous des enfants de la Lune, donc ils prennent suffisamment de précautions. Malheureusement, toutes ces bonnes précautions n'ont pas été suffisantes, parce que la bonne précaution, ça aurait été de savoir si cette étude a déjà été débattue, et c'est le cas. Et en fait, je vous mets un truc en description. Dans cette étude-là, on présente toutes les limitations de la première étude. Elle a été publiée moins d'un an plus tard, mais par rapport à aujourd'hui, c'était il y a 5 ans. Donc ils auraient quand même pu se mettre au courant, c'est pas le truc qui est sorti hier avant de mettre sous presse, et ah merde, on a pas le temps de vérifier. Donc en fait, l'article est plutôt pas mal, mais le travail en amont, lui, il est pas suffisant du tout. Donc des fois on a des articles tout pourris qui relatent de façon merdique une bonne étude, et là c'est l'inverse, on a un plutôt bon article qui relate de façon assez correcte une étude qui en fait n'est pas si bonne que ça. Ça c'est un problème, personnellement je me serais fait avoir sans l'aide providentielle de cette personne, donc à nouveau merci. Deuxième article, la montagne, à la rencontre des mystérieux pouvoirs d'un guérisseur en Corrèze. Alors c'est Henri, à bientôt 80 ans, Henri Audubert a passé plus de la moitié de sa vie à soulager la douleur. Brûlure, démangeaison, zona, verrue, rien ne semble lui résister. Alors attention, on parle bien de douleur.
c'est important, parce que pour soigner un zona, c'est un truc d'origine virale, à mon avis, ça, il fallait quand même bien s'accrocher. Pourtant, Henri n'a rien d'un médecin, on pourrait l'appeler guérisseur, magnétiseur, penseur de feu, même s'il ne cherche qu'à rendre service. Ils sont toujours de bonne foi et ils cherchent toujours à rendre service. Donc c'est un petit peu le principe. Et vous allez voir que c'est une espèce de filiation, une espèce de storytelling qu'il y a juste après. C'est très pratique le storytelling, ça permet d'avoir de la sympathie pour les gens. On l'appelle Henri, juste Henri. Un homme au franc-parler parfois détonnant, brut de décoffrage comme il aime à le dire. Si avec son pull au vert noir, ses yeux clairs et ses cheveux grisonnants, il aurait pu passer inaperçu, ses mains rugueuses, usées par les champs et la vie en ont décidé autrement. Donc voilà, on sait comment il sape, on sait à quoi il ressemble, on sait ses mains, on sait qu'il a un petit peu galéré dans la vie, tout ça. Ici dans son fief, tout le monde le connaît, il est agriculteur, mais il soigne les petits et les gros bobos. Un guérisseur de 80 ans qui explique avoir rendu bien des services, donc il explique lui-même. Des fois, quand on a des gens comme ça aux prétentions un petit peu extraordinaires, souvent c'est les personnes qui viennent les voir qui témoignent. En mode oh là là, ça a marché sur moi, j'avais ça, les médecins, je savais pas ce que j'avais. Je suis allé voir le bonhomme et pif pouf, c'est passé, extraordinaire, génial. Et puis on a une petite collection de témoignages comme ça. Là, pas du tout. Il témoigne de sa propre pratique. Oh ben, dis donc, ils se sont pas fait chier au journal, ils sont carrément allés interviewer le bonhomme, quoi. Alors, vous imaginez que personne dira ah non, non, moi je suis un magnétiseur de merde, ça marche pas, je suis nul, les gens viennent me voir, mais ça marche jamais. Bah non, évidemment, il n'y aura pas de papier. Donc, enfin un petit peu son panégyrique lui-même. À cette vieille dame en maison de retraite qui estime avoir guéri, qu'il estime avoir... Ah non, alors guéri d'un zona, hein, dans ce coup-là c'est même plus la douleur, il a guéri, hein, donc d'un truc viral, en imposant des mains, c'est génial. À ces petits gitans de Vérac qu'il fuyait comme la peste, à tous les autres qui ont toqué à sa porte pour barrer le feu, faire disparaître l'eczéma, ou enlever des verrues, voire des kilos, précise-t-il. Donc à nouveau, c'est lui qui précise ses propres faits d'armes. C'est plutôt pas mal. Cela, le Corrézien les reçoit sous sa véranda autour d'une grande table en bois. Ici, en famille, on vient, on essaie, on voit si ça marche. Bon, c'est pas souvent que ça marche pas. Bah oui, hein, il va pas passer, il va pas passer en revue tous ses échecs quand même. Ce serait pas bien vendeur. Évidemment, ne lui parlez pas d'argent. Hein. Soulager suffit à mon bonheur. Comme on l'a dit, ces gens ont souvent le cœur sur la main et ils sont présentés comme tels, loin de la froideur de la médecine et des gens qui font ça pour éventuellement Big Pharma ou pour se la péter ou je sais pas quoi. Il appose ses mains, qu'il estime encore lui-même, hein, pourvu d'une sorte de fluide sur la surface du corps à traiter. Il affirme, encore une fois, lui-même qu'il parvient à éteindre la douleur, pas de gris-gris, blabla. Du 50-50, détenir le don, c'est du 50-50. Soit on l'a, soit on l'a pas. Donc ça n'a aucun rapport avec le 50-50, mais c'est pas grave. D'où vient-il? J'en sais rien, quoique... Je me souviens qu'on disait de ma grand-mère qu'elle portait le bon oeil. Ah bah alors, avec une qualité pareille, ça ne peut venir que de là, hein, évidemment. Bon, il a passé plus de la moitié de sa vie à soulager, quand il est rentré de l'armée, blabla, il pose les mains sur l'épaule d'un type et pouf, ça va mieux, c'est super, et voilà. Après toutes ces années, l'irrationnel l'étonne encore, des fois c'est tellement énorme, je me dis que non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, et puis ça fonctionne, donc j'imagine que comme il dit lui-même que ça fonctionne, il a checké lui-même que ça fonctionnait, avec quelle méthodologie, on ne le saura évidemment jamais. Qu'en pense l'ordre des médecins? Et là, c'est différent. Là, il n'y a pas de storytelling, il n'y a rien du tout. On dit que l'ordre des médecins, ils ont reçu plusieurs plaintes parce que les guérisseurs, ils n'aiment pas trop ça. Rapport à la fois où, par exemple, un patient atteint du cancer a arrêté son traitement sous conseil d'un guérisseur et il est décédé les 6 mois d'après. Donc, l'ordre des médecins, ils n'aiment pas ça du tout. Mettez ça directement en parallèle avec le storytelling amélioratif du papy qui a l'air très sympathique. Évidemment, vous avez une espèce de parallèle entre le gars cool qu'on présente de façon gentille et les relous de l'ordre des médecins qui ont l'outrecuidance de se baser sur la science, franchement les cons quoi, par rapport à lui, il sait que ça marche, ça fait 50 ans qu'il fait ça, qu'est-ce que les toubibs ils en savent, donc bah on a ça. Et ça c'est pénible, ça. Nous ne cautionnons pas ce genre de pratique, assure le président Marcel Lewin. Bah, vous cautionnez l'homéopathie, hein, puisque vous foutez en procès devant la justice de l'ordre les gens qui la dénoncent. Donc si, vous cautionnez un petit peu quand même les pratiques à base de pipeau. Si Marcel Lewin reconnaît que l'état de certains patients peut s'améliorer après avoir consulté un guérisseur, notamment pour la douleur, le médecin l'explique scientifiquement par l'effet placebo, entre guillemets. Donc on va expliquer scientifiquement pour casser la magie de ce papy atteint d'un don transmis par sa grand-mère qui avait le bon œil. Évidemment, dans l'esprit du lecteur, s'il n'est pas formé à ce genre de rhétorique, ben on y croit, on y croit. Il y a le papy plein de bonne volonté face au relou de la médecine. Évidemment, c'est le papy qui l'emporte, hein. Et en plus, à la fin,
Ils font une espèce de menace déguisée là, où donc ils parlent de l'exercice illégal de la médecine, en précisant condamnation. L'exercice illégal de la profession de médecin est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces condamnations interviennent souvent après la plainte d'un patient. Ah, voilà, donc ça fait un petit peu genre la baguette, quoi, on vous menace. Donc c'est pas top de terminer un article comme ça. Bon, puis là il y a un petit encadré sur les barreurs de feu. Donc là évidemment, l'article, si les personnes qui écrivaient l'article étaient au courant que c'est probablement un ensemble de biais qui se percutent pour faire croire à ce papier et ses clients que ça fonctionne, ils ne feraient pas l'article. Donc on peut se dire c'est déjà pas mal qu'ils le fassent en mettant l'avis de la science en dessous. Le problème, c'est que ce 50-50, plus ou moins, il n'est pas du tout 50-50 en fait. D'un côté, le ton de l'article est super bon, puis en dessous, il y a la menace de la condamnation, et puis tout est froid, tout est scientifique, tout est oh là là, les gens meurent du cancer, enfin voilà. Donc, c'est une espèce de fausse équivalence qui est pas de très bonne facture. Alors, ça, on le voit souvent dans les articles, et franchement, c'est pas top. J'aimerais bien que ça s'arrête aussi. Tout simplement, arrêtez de faire des articles sur ces gens-là. Alors, évidemment, c'est la montagne, c'est un truc local, c'est autour de Brive par là-bas. Ils peuvent pas se priver d'un article comme ça, j'imagine, mais ce serait bien que ça s'arrête quand même, parce que c'est vraiment pas top, quoi. Bon, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que je suis gentil, c'est Noël. Suzanne Oubari dans le Figaro, madame. Une séance de breathwork équivaut à des années de psychothérapie. Faux, nul, zéro, de la merde. Une séance de pipeau, là, ça n'équivaut jamais à une médecine basée sur les preuves qui est correctement diagnostiquée, etc. Donc là, on a de la psychothérapie. Si des gens ont besoin de faire une psychothérapie parce que ça a été diagnostiqué tel quel et qu'il y en a besoin, il faut la faire. Vous ne vous arrêtez pas dans votre traitement, quel qu'il soit d'ailleurs, pour faire un machin issu des steppes mongoles ou des États-Unis ou des je sais pas quoi là, fait par un gourou New Age, comme on va le voir maintenant là. Ça, il faut pas le faire. Ça, c'est nul. Donc déjà, titre bidon. Ça, c'est grave. L'américaine Suzanne Oubari importe à Paris cette méthode de respiration qui fait fureur outre-Atlantique et des miracles sur la gestion des émotions. Interview. Donc elle nous explique qu'elle reçoit chez elle, etc. Contrairement à d'autres disciplines, l'effet du breathwork est instantané et l'engouement également. Méfiez-vous avec les trucs qu'on vous vend comme instantanés, qui marchent tout de suite, qui sont miraculeux, qui sont je ne sais quoi. Une médecine, en règle générale, elle fonctionne jamais d'un claquement de doigts. Donc, méfiez-vous, ça devrait être un truc de bullshit, un élément de bullshit qui vous met la puce à l'oreille. L'un des pionniers de la méthode de l'année 60 est un chercheur New Age, donc ça fait vachement envie, Leonard Orr, dont le groupe pratique l'essoufflement dans des baignoires afin de simuler des souvenirs utérins. D'accord. Moi j'ai une question. Comment on sait que les souvenirs qu'ont les gens à l'issue de ces petites manipulations-là, ça correspond effectivement à des souvenirs utérins? Comment ils font pour contrôler que c'est bien les bons souvenirs et pas des trucs induits, par exemple? Plus tard, le psychiatre Stanislav Grof soigne des toxicomanes en associant des techniques de souffle à de la musique afin de reproduire l'état de conscience modifié causé par des drogues psychédéliques. Ça, effectivement, ça a l'air d'être sur une base relativement solide. Le problème, c'est qu'ils mettent ça là et ça sur un pied d'égalité pour dire qu'il y aurait une espèce de continuité, alors que pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça vient foutre là, mais enfin bon. C'est Suzanne Oubari qui apparemment a travaillé pendant 27 ans dans la mode, donc elle a eu un solide background, hein, vous pensez bien. Doit son propre salut, selon ses mots, à cette pratique, déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques, que l'on appelle aussi Rebirth, Renaissance, et Transformational Breath, souffle de transformation. Après une formation à Los Angeles en 2017, elle décide de la populariser dans la ville lumière, c'est chez nous, c'est Paris. Hein. Rencontre en France qu'elle parle parfaitement, oui, c'est mieux. Je fais du Reiki depuis 14 ans, donc Reiki, truc bien-être qui des fois s'improvise avec des prétentions de soins, de je sais pas quoi, les énergies, enfin voilà, je vous mets un peu de doc en description, pas grand chose d'extraordinaire quoi, un truc en plus qui souvent facilite l'entrée dans les pseudosciences, les trucs un petit peu gourouesques, religieux bidons, tout ça. Et cette pratique a changé ma vie, écoutez bien. À l'époque, je travaillais comme une folle, mon mari voyageait beaucoup et ma fille de 6 ans avait un nouveau tic d'anxiété toutes les semaines. Avec le Reiki, j'ai tout remis en place, j'ai changé de travail et ma famille m'a suivi. Nos rapports se sont adoucis, ma fille a guéri. Elle est en train de nous expliquer que quand elle arrête de bosser comme une folle, que son mari arrête de courir partout, et donc qu'ils ont une vie moins stressante, les symptômes de stress diminuent. Waouh, mais alors il faut absolument publier parce qu'on s'en serait jamais rendu compte. Et donc elle associe ça avec, bah non, bah pas à la diminution de stress, non, au Reiki. Ah, c'est grâce au Reiki, bah ouais, probablement, hein. Mais cette méthode est souvent perçue comme une mascarade, no shit. Alors que le breathwork que j'ai découvert ensuite est une technique totalement pragmatique.
Tout le monde respire, même mon mari ingénieur. Et bien s'il suffit de respirer, du coup il n'y a pas besoin de technique, hein, voyez-vous. C'est une porte d'entrée formidable, accessible à tous, vers le lâcher prise, on se libère de tout, émotions, soucis, peur, stress, ça fait le café, ça repart les murs, c'est génial. Une seule séance équivaut à plusieurs années de psychothérapie, donc d'où le titre de l'article, ça c'est de la merde. Une séance équivaut à que dalle. Si vous avez une psychothérapie et que ça a été correctement diagnostiqué, c'est pour une bonne raison, vous faites vos séances. Hein, vous ne substituez pas une médecine avec un truc issu d'un bonhomme New Age, certainement pas. Comment fonctionne concrètement cette méthode? Il n'y a rien de magique ni de mystique, tiens non, ça vient de New Age. Hein. Lorsqu'on respire à fond, on oxygène le sang. Lorsqu'on oxygène le sang, on oxygène le cerveau. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle la respiration. C'est vrai que c'est fou, ça nous aide quand même pas mal à vivre. Hein. L'hypothalamus libère des endorphines, alors elle nous explique comment ça marche, etc. Alors, des fois il y a des phrases comme ça. L'énergie circule plus librement, ce qui remue les émotions endormies. Que veut dire ce vocabulaire pris dans cet ordre-là? Ça n'a aucun putain de sens. Enfin, c'est... Bon, bref. Dans les années 70, quand le LSD a été interdit aux États-Unis, des psychiatres ont cherché comment on pouvait obtenir des effets sur le corps de manière naturelle, et la réponse était en respirant. Et donc, effectivement, je suis allé chercher ce que Stanislas Grof a fait, là. Oh, une petite pub. Et effectivement, ça avait l'air de tenir un peu la route, mais là, c'est pas la même chose. Pouvez-vous nous décrire une séance? Je commence par instaurer une relation de confiance avec les participants. Bah oui, c'est-à-dire que sur tous les trucs un petit peu bien-être, etc. comme ça, évidemment que ça marche pas si la personne qui fait passer le truc, elle instaure pas une relation de confiance. C'est même la base des choses. Si vous avez une peau de vache qui fait le truc et puis que c'est une vraie connasse avec les personnes, évidemment que les gens ils vont pas se sentir ni déstressés, ni mieux, ni bien, ni que dalle en fait. Hein. Donc oui, attendez. Nous discutons, je propose de poser une intention qu'ils écrivent sur une feuille de papier et je leur explique le fonctionnement puis nous réalisons une petite méditation. Ensuite, allongé avec un masque sur les yeux et une couverture sur le corps, parce que j'imagine que c'est important, il passe à la respiration proprement dite. Il faut inspirer d'abord par la bouche énergétiquement, on imagine un truc comme ça, en deux temps et en gonflant le ventre puis la poitrine avant d'expirer d'une traite, toujours par la bouche. Notre cerveau est fait pour nous protéger. Ouais bon, hein. Il va tenter de nous arrêter pendant les 10 premières minutes. J'encourage les gens à ne pas lâcher avec des mantras, de la musique, blablabla, et du gong, hein, des touches, voilà. Je leur prodigue aussi des soins de Reiki, parce que pourquoi pas, en apposant mes mains. Donc elle parle bien de soins, hein, pardon, elle parle bien de soins, hein, on n'est plus dans le bien-être. Donc le Reiki, il soigne que dalle, à part évidemment un vague stress, comme toutes les pratiques de relaxation, quoi. Après une trentaine de minutes, je les fais respirer par le nez pour redescendre en douceur. Et là, c'est là que c'est intéressant. Les uns parlent de blabla, bon. Pour des sensations physiques, l'hyperventilation volontaire modifie l'afflux de sang et fait baisser le taux de dioxyde de carbone, ce qui se traduit en effet par des picotements dans les mains, une lourdeur dans les membres, des fous rires ou une sensation de bouche sèche. Ce qui produit ça, c'est le fait que vos grandes bouffées d'oxygène, elles vont effectivement apporter plus d'oxygène, mais en fait elles vont surtout modifier la composition des gaz dans votre sang. Si bien que comme il y aura plus d'oxygène, il y aura moins de CO2, et le CO2 c'est un marqueur du réflexe respiratoire. Donc quand vous avez moins de CO2, on va avoir moins de réflexes respiratoires puisqu'on a plus d'oxygène. Donc il va y avoir un flux sanguin qui sera moins important. Des petits canaux vont se refermer, il y aura moins de sang dans ces canaux, et in fine, le plus d'oxygène qu'il y aura dans le sang, c'est très bien, il sera moins acheminé aux organes qui en ont besoin, notamment le cerveau. Et c'est pour ça qu'on va avoir des sensations bizarres, des fous rires, des machins, parce que le cerveau, il va interpréter ça, en fait c'est la mort de neurones hein, qui sont plus irrigués, il va interpréter ça comme ce qui se passe quand vous êtes sous certaines drogues. Effectivement. Donc c'est normal. Si un client panique, je lui dis de revenir à la respiration par le nez et ses symptômes disparaissent dans les minutes qui suivent. Bah oui, quand l'afflux d'oxygène revient parce que le flux de sang revient, hein, c'est normal. Attention, ça peut modifier le rythme cardiaque. C'est à déconseiller aux personnes qui ont des troubles émotionnels, à des personnes qui ont déjà vécu une addiction, de la toxicomanie, etc. Parce que ça peut rappeler ça. C'est vraiment nul. Hein. Donc, si vous voulez vous ressourcer, faire du bien-être ou je ne sais quoi, allez-y, mais n'y allez pas en espérant avoir des prétentions anti-stress ou je ne sais pas quoi. Hein. Si vous avez un mode de vie qui vous stresse, vous essayez de changer de mode de vie. Ou vous voyez un psychologue ou je ne sais quoi pour en discuter. Mais vous allez certainement pas voir ce genre de truc-là. Hein. Certainement pas. Hein. Côté émotion, quand on lâche l'ego et les fortifications, alors ça c'est quand même incroyable, on accède à ce qui se cache derrière tout ça. Ça me fait chier cette souris. Pardon, j'en étais où? À ce qui se cache derrière tout ça, la vérité. La vérité. Quel rapport entre ce qu'elle vient de nous décrire là et la vérité? C'est quoi sa définition de vérité ici?
et disparaissent les tensions que nous accumulons depuis 15 ans ou hier, parce qu'a priori avoir des tensions depuis 24 heures c'est pareil qu'avoir des tensions depuis 15 ans, hein, probablement. Nos armures psychologiques comme des « je dois dire oui à tout le monde parce qu'on m'a appris à le faire, je ne dois pas tomber amoureuse parce que je ne veux pas me blesser ou être vulnérable ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez parler avec des gens si vous êtes dans des situations pareilles. Si vous êtes dans des situations stressantes, voyez avec vos proches, vos amis, allez voir un professionnel. Allez pas voir ça, bon, ça c'est nul. Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Breath in Paris, à partir de 180 € la séance individuelle et 20 balles le cours en groupe. Ce machin-là, c'est du publi-reportage. C'est pas du tout un article pour parler du machin, je sais pas quoi. C'est une pub déguisée. Parce que quand vous allez voir dans l'article, à aucun moment il y a marqué « Attention, c'est une pub ». Donc, elle s'est, je sais pas si elle s'est payée un encart ou je sais pas quoi, pour parler de son truc. Donc, on lit le prix et hop, un petit lien vers son site. On est tranquille. Le Figaro Madame, c'est une sucette de co géante en fait. C'est des pubs et ils font croire que c'est un article. C'est la pratique racoleuse des mauvais articles et des mauvaises publications en général. Le publi-reportage, on ne le voit pas venir. Et on le découvre qu'à la fin, si on va le voir jusqu'au bout, quand il y a le prix et la redirection vers le site ou le je sais pas quoi de la personne. C'est nul, c'est super mauvais, et en plus là, c'est dangereux. Donc c'est quand même fou que le Figaro, ils aient un truc santé, science, qui soit relativement de bonne qualité, et qu'à côté, ils aient ces rédactions de merde qui publient de la merde. C'est quand même... Ça, j'ai jamais réussi à comprendre. Mettez-vous d'accord entre les rédactions, faites un truc, je sais pas, fermez-moi ce magazine pour débile. Parce qu'en plus, c'est le Figaro, madame. Donc, comme les femmes, elles sont un peu ci, un peu ça, on peut leur vendre de la merde, elles vont bien bouffer, les bonnes femmes, hein, voilà. En plus, c'est une espèce de sexisme latent, ça me dégoûte. Arrêtez de publier des trucs nazes comme ça, faites un truc fermé, ce machin là, ou leur mettez des vrais journalistes dedans, faites un truc quoi. Ah, ça c'est pas possible, hein, voilà. Bon, j'arrête, c'est le sucre, ça, en période de fête on se gave et puis voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège, hein, vous avez vu, moi dans le premier j'ai failli. Hein. Donc faites bien attention à ce que vous lisez. Bon, évidemment, lisez pas le Figaro Madame, hein, là c'était juste pour les besoins de la vidéo, mais ça n'a strictement aucun intérêt, hein, jamais. Hein. Donc ne faites pas ça. Profitez plutôt de vos fêtes de fin d'année. Moi je vous conseille de bien garder l'esprit critique. Et puis je vous dis, dans 2020, il y aura probablement un petit marronnier détox, parce que voilà. Et puis d'autres choses, on a bien le temps de voir comment ça va se passer. Bonne fête de fin d'année à tout le monde, et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo d'articles zététiques. C'est pas ça mon truc à la fin, c'est quoi d'habitude? Putain, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. À bientôt. Non, je vais rester là-dessus en fait. À bientôt.